Janvier 1504, sur le pont de Garigliano, le chevalier Bayard fait courageusement face à l'armée espagnole. À lui seul, il contient et repousse plusieurs dizaines de combattants. Son acte de bravoure fait gagner assez de temps aux forces françaises pour déployer l'artillerie, ouvrir le feu sur l'ennemi et forcer l'armée espagnole à battre en retraite. C'est un véritable exploit qui forgea pour toujours la légende du chevalier sans peur et sans reproche. Des récits extraordinaires comme celui-ci, l'histoire de France en regorge. Au fil des siècles, les champs de bataille disparaissent, mais une autre forme de combat, qui existait déjà depuis des millénaires, prend de l'ampleur. Une forme sportive, encadrée et surtout beaucoup moins létale. Mais malgré ça, il faut bien faire le constat, la santé des Français décline. La testostérone chute en flèche, l'obésité augmente, les capacités physiques des enfants diminuent, il devient difficile d'observer certaines valeurs telles que le courage ou la résilience. Résultat, le peuple français est de plus en plus fragile et de moins en moins apte à affronter les épreuves. Alors dans ce contexte, en quoi est-ce que les sports de combat peuvent être une solution? Pourquoi les Français doivent-ils renouer avec le combat? Nous vivons une époque absolument inédite dans l'histoire de l'humanité. Le progrès technique a permis l'essor des technologies révolutionnaires, les modes de vie ont été bouleversés et la sédentarité est devenue la norme au quotidien. Nous avons créé un environnement où la plupart des efforts physiques sont évités et le maître mot est devenu le confort. Les métiers primaires ont reculé au détriment des emplois de bureau, l'utilisation des véhicules a rendu presque obsolète la marche et le vélo, nos maisons sont équipées de confort total, canapé, télé, appareils électroménagers, évidemment le chauffage, l'eau et l'électricité. Les énergies d'ailleurs sont disponibles en abondance, ce qui permet de mettre le chauffage à 25 en hiver et de prendre des douches chaudes. De manière générale, les Français sont de plus en plus déconnectés des milieux naturels comme les prairies, les forêts, ou les montagnes. L'alimentation est devenue catastrophique, que ce soit les fast-foods ou les supermarchés. Évidemment les écrans, qui hypnotisent la masse et surtout les plus jeunes, à cause des réseaux sociaux, jeux vidéo et certains sites assez obscurs. Et la liste est encore longue. En conséquence de tout ça, le taux de testostérone chute drastiquement. Comme le montre cette étude américaine, la moyenne baisse de 1% par an. Cette même étude révèle qu'un homme de 65 ans en 2004 avait en moyenne 17% de testostérone en moins qu'un homme du même âge en 1987. Rendez-vous compte, on parle de 2004, alors imaginez 20 ans plus tard. À côté de ça, le surpoids devient un véritable problème de santé publique, avec presque un Français sur deux concernés, et pire encore, l'obésité explose. Chez les adultes, elle est passée de 8,5% en 97 à 17% en 2020. Surtout chez les jeunes de 18 à 24 ans où elle est multipliée par 4. Le système immunitaire du Français s'affaiblit, du fait d'un mode de vie aseptisé, d'une alimentation faible en nutriments et bourrée de substances nocives. Les enfants qui sont l'avenir du pays sont également victimes d'une chute de leurs conditions physiques, moins 40% de capacité cardiovasculaire en 35 ans, la VMA diminue, et fait surprenant, 60% des enfants entrant au collège ne sauraient pas enchaîner 4 sauts à cloche-pied. 4. Aussi simple que ça. Plus que ça, les enfants grandissent dans des conditions qui brident leur potentiel physique. Et tout ça, ça va parfaitement dans le sens de l'élite mondiale qui cherche à garder la population sous contrôle en la rendant faible et démunie. Si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. La sécurité, parce qu'il faut en parler, devient un enjeu qu'on ne peut plus ignorer. Les agressions, les viols en pleine rue et autres faits divers se banalisent. Vous l'avez sûrement tous constaté, mais l'injustice devient commune. Il est donc essentiel de se préparer aux problèmes d'aujourd'hui et de demain. D'autant plus quand on fait le parallèle avec le passé de la France. La France a toujours été une terre convoitée pour ses richesses naturelles et un carrefour stratégique au cœur de l'Europe de l'Ouest, avec un accès à l'océan Atlantique et à la mer Méditerranée. Cette situation, en plus de la nature des peuples qui l'occupaient, en ont fait le théâtre de batailles épiques, de conquêtes et de résistance héroïque. À travers les âges, les guerriers français ont écrit les chapitres inoubliables de l'histoire, érigeant leur nation comme l'une des plus grandes puissances militaires au monde. La France, c'est tout d'abord un héritage européen, germanique, grec et romain. Les guerres entre tribus gauloises, le royaume de France bâti par les Francs sur les fondations guerrières, le pays qui a vu naître la chevalerie et les grandes conquêtes napoléoniennes. Avec 1115 batailles remportées, la France est le premier pays du monde en nombre de victoires devant le Royaume-Uni. Toutes ces batailles ont permis à de nombreux héros de s'illustrer. C'est le cas du chevalier Bayard qu'on a déjà cité, mais aussi du chevalier Bertrand du Guesclin, le dogue noir de Brocéliande, un excellent combattant et un brillant stratège qui a remporté un grand nombre de batailles pour le compte du roi de France, notamment en développant une tactique de guérilla redoutable. Le Grand Ferré, un fermier à l'immense corpulence qui a été à la tête d'une coalition de paysans et qui a repoussé les soldats anglais en leur fendant le crâne à coups de hache. Jeanne d'Arc, un symbole du royaume de France qui a su inspirer et mener au combat des milliers d'hommes. Godefroy de Bouillon, dont l'honneur et la bravoure ont guidé les croisades au Moyen-Orient. Ou bien encore Vercingétorix, le roi des Arvernes, qui a rallié les tribus gauloises contre César, qui a triomphé à Gergovie et qui a fait le sacrifice ultime de sa vie pour son peuple suite à la défaite d'Alésia. Et on pourrait en citer de nombreux autres. Les prouesses de ces hommes et de ces femmes sont notre héritage. La France est également une terre qui a toujours été empreinte de sports de combat. Les Gaulois pratiquaient la lutte lors de rituels. Au Moyen-Âge, les tournois et joutes étaient clairement le sport national. Aux quatre coins de l'Hexagone, on retrouve différentes formes de lutte traditionnelles telles que le gouren, la lutte bretonne, la boroka, la lutte basque, la lutte provençale ou la lutte corse. La célèbre lutte gréco-romaine, dont le nom était à l'origine lutte française ou lutte à main plate, qui a été développée par un soldat de l'armée napoléonienne dénommé Jean Exbriat. Ou bien la savate boxe française, réputée pour sa technicité, sa beauté et sa finesse, qui est bien évidemment une invention française. Enfin bref, je pense que vous l'avez compris, la France a une histoire phénoménale qui a toujours été animée par l'esprit guerrier. Mais du coup concrètement, pourquoi il est intéressant aujourd'hui de pratiquer les sports de combat ?
La première chose à laquelle on pense, c'est évidemment le fait d'apprendre à se défendre. Pratiquer un sport de combat ne garantit pas de sortir victorieux à tous les coups, mais ça augmente évidemment les chances et ça permet de gagner en sang-froid pour gérer des situations tendues. C'est aussi excellent pour la condition physique, pour booster la production de testo, pour la confiance en soi, ou simplement être en meilleure santé. Les sports de combat sont aussi une école de la vie où l'on apprend le respect, la droiture, la résilience, la combativité, et tout un tas de valeurs qui sont utiles en cas de chaos et de paix. C'est une occasion de faire briller la France dans le monde en soutenant nos athlètes tels que Benoît Saint-Denis, Cyril Gane, Manon Fiorot, Alexis Nicolas, Jimmy Vienno, Tony Yoka, etc. Le but est aussi de faire des Français un peuple de battants qui ne se laisse pas marcher dessus et qui sait se défendre si le bien commun est menacé. Une importance capitale pour contrecarrer l'agenda politique. C'est la communauté que vous connaissez bien. D'une élite avide de contrôle qui cherche à rendre les peuples faibles. Ça c'est pour la France, mais comment ça se passe ailleurs ? Si vous vous intéressez ne serait-ce qu'un tout petit peu au sport de combat, vous avez sûrement déjà entendu parler du Daghestan. Le Daghestan est une petite république de Russie d'une superficie de 50 000 km² pour 3 millions d'habitants. À titre de comparaison, c'est à peu près l'équivalent de la région Bourgogne-Franche-Comté. Ce petit territoire perché au milieu du Caucase est aussi grand et peuplé qu'une région française et pourtant il a vu émerger une multitude de combattants d'élite sur la scène internationale. Que ce soit en MMA avec la famille Nurmagomedov, Khabib, Ousmane et Oumar, mais aussi avec l'actuel champion des poids légers de l'UFC Islam Makhachev, Magomed Magomedov, le prodige Zabit Magomed Sharipov, le terrifiant Sharafuddin Magomedov ou même Nassourdine Imavov qui combat sous le drapeau français. Du côté de la lutte, on peut noter Abdulrashid Sadoulaev et Bouvaïsar Saïtaev. Mais alors à quoi est dû le succès du Daghestan ? Tout d'abord à ses conditions de vie difficiles. Le Daghestan est une région plutôt pauvre, bien loin de l'opulence et du confort extrême de nos pays occidentaux. Le terrain est montagneux, escarpé, les hivers sont rudes, ce qui en fait le parfait cocktail pour rendre la population solide et résiliente. Le second facteur est historico-culturel. Le Daghestan a lui aussi une histoire guerrière marquée par les faits d'armes des héros nationaux et empreinte de valeurs fortes. Ce territoire a par exemple longuement résisté contre les forces russes qui avaient l'avantage du nombre et du matériel, une résistance qui a forgé le caractère du peuple local. Et encore aujourd'hui, ses habitants sont fiers de cet héritage, au point que les héros du passé sont de véritables modèles pour la jeunesse du pays. En bref, le Daghestan a une histoire guerrière que la modernité n'a pas su effacer et qui, bien au contraire, sert encore aujourd'hui d'exemple. Et concernant les sports de combat, la rudesse de la vie et la nécessité de savoir se battre ont créé un terreau propice au développement des sports de combat et notamment de la lutte, qui est le sport national. En effet, la lutte est le moyen d'ascension sociale privilégié. L'exigence dans cette discipline est donc colossale et les jeunes s'entraînent dès leur plus jeune âge avec assiduité et abnégation. Résultat, le niveau est très élevé. Et comme le fer aiguise le fer, il ne cesse de croître. La compétition est telle que lorsqu'un athlète parvient à s'extraire des frontières de sa terre natale, c'est que son niveau est très solide et donc qu'il a toutes ses chances de performer dans les sphères élites. Tous ces facteurs, les conditions de vie difficiles, le passé guerrier du pays et le sport comme ascenseur social font du Daghestan une vraie forge à champions. Alors que peut-on tirer de tout ça ? Je vous propose qu'on retourne en France. Premièrement, il faut prendre conscience de tout ce qu'apporte la pratique d'un sport de combat. À ce stade de la vidéo, vous avez compris. Dans un second temps, il faut en finir avec la vision négative dont souffrent ces sports qui sont qualifiés de violents, sanglants et dangereux. Déjà parce que c'est pas toujours le cas, ça dépend du sport en question, de l'intensité et du niveau auquel on pratique. Parce qu'évidemment, en fait, il y a un gouffre entre celui qui s'entraîne pour le loisir 1 ou 2 fois par semaine et le professionnel dont c'est le métier. Cette diabolisation freine leur développement et peut dissuader certaines personnes de s'y mettre. Ça, c'est d'autant plus vrai chez les jeunes. On a tous déjà entendu une mère qui a refusé d'inscrire son gosse dans un club de boxe, karaté ou même judo parce que ce serait trop violent et qu'elle voudrait le préserver. Mais la vérité, c'est que c'est absurde. Déjà parce que les cours des enfants sont adaptés aux enfants, ensuite parce qu'ils apprennent énormément, que ce soit mentalement ou physiquement, le respect, le cadre, la rigueur, le dépassement de soi, comprennent comment fonctionne leur corps et celui des autres, gagnent en coordination, acquièrent une meilleure vision de l'espace et se construisent une musculature fonctionnelle qui leur sera d'une très grande utilité au quotidien. Et parce qu'on peut pas préserver un enfant éternellement, il lui faut des épreuves et de l'adversité pour se développer. Enfin bref, il est essentiel d'inciter les jeunes à faire des sports de combat. D'ailleurs, depuis le début de cette vidéo, on parle de ces sports de combat, mais du coup, quels sont-ils ? On peut les regrouper dans différentes catégories. Premièrement, les sports de percussion, donc tous les sports qui incluent les frappes. La boxe anglaise, la boxe française, la boxe thaï, le kickboxing, le full contact, les styles de karaté combat, le taekwondo, etc. Les sports de préhension, c'est-à-dire les sports de saisie et de corps à corps, la lutte, le judo, le grappling, le jiu-jitsu brésilien ou le sambo. Les arts martiaux traditionnels asiatiques, on a déjà cité le judo, le taekwondo, mais on retrouve aussi le karaté, l'apkido, le jiu-jitsu, le kung-fu, le Vovinam Viet Vo Dao, etc. Le MMA qui est un sport à part puisqu'il combine un peu toutes ces catégories. Les disciplines de self-défense comme le Krav Maga ou le Pencak Silat. Et pour finir, les autres sports dans lesquels on peut placer par exemple le rugby, qu'on peut considérer comme un sport de combat, ou le béour, qui se pratique en armure et avec des armes, dont on a déjà parlé sur la chaîne. Quelque chose de très intéressant qu'on vous encourage à faire, c'est de vous créer un groupe de potes pour pratiquer ensemble en dehors des clubs.
Une sorte de fight club qui va créer une émulation positive et qui va vous permettre de développer une camaraderie. C'est d'autant plus pertinent si vous vivez dans un milieu rural où il n'y a pas masse de clubs à la proximité, car du coup vous pouvez vous retrouver en forêt, dans un champ ou même dans un jardin. Munissez-vous du matos de base, gants de boxe taille 12 minimum, coquilles, protège-dents, protège-tibia et éventuellement un casque et des gants de MMA. Et c'est parti, vous pouvez faire de l'anglaise, du pied-point, de la lutte ou même du MMA. Évidemment, allez-y tranquille, l'idée c'est pas de finir aux urgences à chaque sortie. Un autre point important, c'est de s'inspirer de grands champions. Peu importe la discipline, regardez leurs combats, regardez les techniques, les enchaînements, les méthodes de travail et tentez de les reproduire. C'est une des clés essentielles pour vraiment se motiver et pour progresser. Personnellement, j'ai beaucoup appris en regardant les combats et les sparring de Petr Yan qui a un niveau juste stratosphérique. Et pour finir, il faut remettre la lumière sur l'histoire de France et y puiser de l'inspiration. Comme on l'a évoqué avec le cas du Daghestan, il est crucial de connaître l'histoire de son pays et de faire de ses héros du passé des modèles d'aujourd'hui. Renouer avec les figures guerrières. Brénos, Vercingétorix, Clovis, Jeanne d'Arc, Godefroy de Bouillon, Du Guesclin, Bayard, Le Grand Ferré, D'Artagnan et beaucoup d'autres. Avec cette vidéo, on a voulu expliquer pourquoi les sports de combat sont essentiels, en faisant le parallèle entre la riche histoire de l'Hexagone et les travers de la modernité. Donc si vous avez apprécié, rejoignez-nous sur l'épopée gauloise. On parle justement de sports de combat, d'autres sports comme la muscu, de patrimoine, de nature et d'un mode de vie qui nous tient à cœur. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. Et si on a réussi à vous convaincre, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous pouvez foncer vous inscrire dans un club proche de chez vous. A bientôt.